plus on investit jeune, plus on a le temps de générer des intérêts sur nos intérêts externes. 1,64% de frais par an, ça paraît pas grand-chose. En fait, ça fait 35% de frais, donc de manque à gagner sur 30 ans. Un budget sain, c'est la condition sine qua non pour pouvoir investir. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent, un format qui nous est venu directement d'un utilisateur. Donc, on te remercie, utilisateur anonyme, parce que tu nous as donné une super idée. Cet utilisateur, en fait, ce qu'il nous a envoyé, c'est son cash flow, c'est-à-dire la distribution de ses revenus et de ses dépenses, la ventilation, si vous voulez. Donc, on va regarder ça, et donc ça va nous permettre de partir de son budget pour ensuite réfléchir à sa stratégie d'investissement. Et on va comprendre pourquoi le budget, c'est vraiment important. Donc, on part sur ton profil. 25 ans, diplômé depuis 1 an, ingénieur en CDI avec un salaire de 36K. J'aimerais pouvoir générer un complément de revenu de 2500 € par mois pour plus tard, dans 25 ans. Tu es vraiment parfaitement positionné pour ça. 25 ans, tu viens de signer ton premier CDI. C'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. Donc là, tu as la vie devant toi. Parfait. Stratégie et dépenses. Je commence tout juste à prendre conscience de l'importance de gérer son patrimoine le plus tôt possible. D'ailleurs, je vous remercie pour les Finari Talks que j'ai dévorés et qui m'ont appris beaucoup de choses. Merci à toi. D'ailleurs, je vous mets un lien vers les Finari Talks. J'arrive à mettre de côté 350 € par mois que je mets sur un livret A car je ne sais pas encore quelle est la meilleure stratégie. On va en parler. J'ai mis le détail de la gestion de mon budget et de mes investissements ici, juste en dessous. Mon patrimoine actuel est constitué d'un compte courant et un livret A, 7000 € au total. Donc là, on est vraiment sur un profil de quelqu'un qui a quasiment pas de patrimoine. Alors, ça va peut-être choquer certains de dire que 7000 € c'est pas de patrimoine. Évidemment, c'est déjà une somme conséquente, mais c'est vrai qu'il est au tout début de sa construction de patrimoine. Et surtout, il n'a pas encore investi à proprement parler. Il a que mis sur des livrets. Donc, regardons son budget. Stop, petite pause. J'ai vu que vous étiez 50% à ne pas être abonné à la chaîne. C'est très dommage. Toutes les semaines, je poste des vidéos comme celle-ci dans lesquelles j'analyse des patrimoines. Donc si vous voulez être les premiers à les voir, vous vous abonnez, vous mettez la cloche et vous recevez la notification. On continue. Salaire, donc ce qui rentre à gauche, c'est le salaire net, 2168 €. A priori, il est célibataire, nous a-t-il dit. Bonjour les impôts. Encore là, ça va, mais ça va monter assez vite. Du coup, en fait, la partie gauche, c'est les rentrées. Donc, tu n'as qu'un salaire aujourd'hui, tu n'as pas de revenu passif. Tout ce qui est à droite, en orange, en rouge, en rose, c'est les sorties, c'est les dépenses. Donc tu dépenses 1014 dans l'habitation, ça comprend le loyer, 900 €. Alors je dirais que tu habites en région parisienne pour le coup, ou peut-être dans une grande ville de province. C'est quand même assez cher pour un loyer. Électricité eau, 82 €. Là, ce qui serait intéressant de voir, c'est de combien ça a augmenté ces dernières années, parce que la facture, elle commence à être quand même assez salée là, surtout si on a les fameux grippins, je pense que tous les étudiants connaissent en guise de chauffage. Ça coûte cher. Si on a les grippins, le combo grippin et fenêtre simple vitrage, là c'est vraiment c'est cadeau pour EDF en termes de facture. Assurance 32 €, ça c'est du classique. Vie quotidienne, 750 €, 350 € de courses, 350 € de courses, 100 € de restaurant, donc a priori tu vas pas trop au restaurant, 200 € de voyage, donc ça c'est quand même un bon budget parce que sur une année ça te fait 2400 € à allouer à des voyages divers et variés, c'est cool, tu peux te faire plaisir. Sortie 100 €, pareil c'est très raisonnable, je trouve. Abonnement, tiens, c'est marrant les abonnements. Ça c'est souvent un truc qu'on oublie, mais forcément ils finissent par s'additionner et ça finit par coûter cher. Internet téléphone 49 €, je trouve ça assez cher, non? Enfin, je sais pas combien coûte une box. Une box, j'aurais dit 20 € non? Par mois. Et je sais qu'il y a des forfaits téléphoniques pour 10 € par mois. Tu me diras, t'es pas très loin. Mais bon, peut-être que t'as un bon deal, ça me paraît un peu cher. Mais au pire, t'économiseras peut-être 10 €, donc c'est pas énorme. Netflix, indispensable. Disney+, indispensable si on aime Star Wars. Basic Fit, alors pas Basic Fit en soi, mais le sport, c'est un super investissement pour 25 €, franchement, c'est cadeau. Finari Lite, notre nouvel abonnement pour avoir les synchronisations en illimité, 3,75 €, c'est donné. Et ensuite, tes fameux investissements, donc là, on voit que tout va dans les livrets A. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que on va rapidement calculer ton taux d'épargne, puisque aujourd'hui, tu gagnes 2168 et tu investis 308. Donc ça te fait un taux d'épargne de 14%. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je pense que tu es pile dans la moyenne des Français qui doivent être à 16 de mémoire. Mais c'est vraiment ça qui va être un levier important quand vous allez vouloir développer votre patrimoine. Franchement, le secret, il n'y en a pas. Le secret, c'est plus vous investissez jeune, et on va voir pourquoi, plus vous allez construire votre patrimoine rapidement. Donc, c'est vraiment important d'avoir son taux d'épargne en tête. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Un bon taux d'épargne, là, il est déjà bien ton taux d'épargne, franchement.
Un super taux d'épargne, c'est 20, 25%. Et après, au-delà, il y a des gens qui montent à 40, 50%. Faut pas non plus se priver, vivre comme un moine, manger des pâtes et boire de l'eau toute la journée. C'est pas génial en fait, juste pour que dans 20 ans on ait une super vie, ça sert à rien de se priver maintenant. Mais est-ce qu'on peut pas grappiller à droite à gauche pour se dire au lieu de mettre 308, je mets 408 ? Et du coup, forcément, mon taux d'épargne, il va passer à 20%. Et ces 20%, on va voir qu'ils vont avoir un impact très important parce que ton principal avantage ici, c'est ta jeunesse. C'est ta jeunesse parce que en fait, tu vas profiter des intérêts composés. Donc là, je vous prends un petit simulateur que j'ai trouvé au hasard sur Google. Hop, 7 000 euros, on a dit, de patrimoine. Tous les mois, tu investis 308. Tu investis tous les mois, donc 25 ans. Maintenant, le livret A, il est à 3%. Donc, si j'en crois ce simulateur, bon, pour le coup, le livret A, c'est quand même assez... c'est un support sans... Il n'y a pas de volatilité dans les retours sur investissement, parce que c'est un support qui est garanti. Donc là, tu atteindrais 152 000 à la fin de la période, et tu vois que tu aurais investi ce qu'on appelle le principal, en gros, ton capital, ta contribution, c'est 99 000. Les intérêts générés, le rendement généré, c'est 52 000. Maintenant, ça, c'est un livret A. N'oublie pas que le livret A, le rendement, il est négatif ajusté à l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation est de 6%. Les prix augmentent de 6% en ce moment. Les prix de tout ce que tu nous as mis dans le budget, en fait. Les prix des restaurants, de tes courses, le transport, l'énergie, ça augmente en moyenne de 6%. Il y a des choses qui ont augmenté beaucoup plus, il y en a qui ont augmenté un peu moins. Mais en tout cas, en moyenne, on prend 6% d'augmentation en ce moment. Si ton support il paye 3%, ton rendement réel ajusté à l'inflation, c'est moins 3%. Donc en gros, tu perds de l'argent. Même si tu as l'impression que chaque année on te paye des intérêts, donc tu gagnes, non, tu perds en fait. Donc ça, c'est un concept qui est un peu contre-intuitif, mais c'est très important de le comprendre. Maintenant, on va dire si tu investis dans les actions, on va dire 8% de rendement, même 9% de rendement, c'est la performance historique du S&P 500, je crois que c'est même 10% brut, pas net d'inflation. Donc là, tu vois déjà la courbe n'a plus rien à voir. Donc, tu auras toujours contribué 99 000, c'est juste que ton argent aura travaillé beaucoup plus pour toi. Et c'est ça qui est important de comprendre, et c'est ça la puissance des intérêts composés, et c'est pour ça que c'est important d'investir jeune. Parce que plus on investit jeune, plus on a le temps de générer des intérêts, etc. Donc en fait, en année 1, on va investir X, en année 2, on aura X plus les intérêts. Et du coup, on va régénérer des intérêts sur X plus nos intérêts. Donc en fait, plus on avance, plus on met en place ce schéma à taux, plus on bénéficie d'intérêts composés. Donc maintenant, la question que tu vas te poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on fait pour avoir 9% de rendement par an ? Alors déjà, il n'y a pas de garantie. Si quelqu'un te dit capital garanti, c'est que c'est une arnaque concrètement, ou alors c'est un livret A, ou alors c'est un produit dont tu n'as clairement pas besoin maintenant, type produit structuré. Donc, c'est pour ça que j'avais fait une pyramide patrimoniale sur Twitter. Je vous remets le lien ici ou ici. Et en fait, l'idée de la pyramide, c'est de dire on va construire une stratégie qui est hyper simple mais efficace et qui va se prêter à quasiment tout le monde. La base de la pyramide, elle se lit de bas en haut. Base de la pyramide, matelas de sécurité. Ça, c'est pour faire face aux coups durs. L'idée, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois de dépenses de côté pour pouvoir parer à toutes les éventualités. Toi, tu dépenses, on a vu 2100 moins 308, donc à peu près 1800 euros. Donc on pourrait dire que ton matelas de sécurité avec les 7000 euros de livret A, tu l'as déjà en fait. Tu peux commencer à investir maintenant. D'ailleurs, si vous voulez que je commente votre patrimoine de façon anonyme, vous pouvez m'envoyer votre profil. Le lien est dans la description. Juste une demande, n'oubliez pas de masquer les noms sur vos comptes. C'est-à-dire que votre compte bancaire, il est certainement à votre nom personnel. Nous, on ne veut pas évidemment le montrer, on ne veut pas non plus que ça se sache. Donc, n'oubliez pas, avant de soumettre, de changer les noms sur vos comptes pour que ça soit vraiment parfaitement anonyme. Ensuite, il y a 2 piliers, selon moi, qui sont vraiment importants. Il y a l'immobilier d'une part, parce qu'il y a de l'effet de levier. Tu peux aller faire de la dette, surtout si tu es en CDI. Tu peux aller faire de la dette pour acheter des biens que tu peux mettre en location, par exemple, générer des loyers, rembourser ta dette avec ces loyers si tu as une opération qui est blanche ou cash flow positive. Tu peux aussi acheter ta résidence principale, plutôt une question de choix personnel, ça. Ça, c'est vraiment intéressant, l'immobilier. Même si les taux sont élevés, etc., on peut encore faire des bonnes affaires parce que si les taux augmentent, c'est que vous pouvez négocier à la baisse les prix. Si vous payez le prix d'avant avec le taux actuel, ça ne sert à rien. Si vous arrivez à négocier, par contre, c'est là où c'est intéressant. Et les vendeurs, il y a des vendeurs sous pression, donc il y a vraiment des bonnes affaires à faire en ce moment. Et plus le temps va passer, plus les taux vont augmenter, plus il y aura des bonnes affaires. L'autre pan qui est vraiment important, c'est d'investir dans les actions. Parce que les actions, c'est le moteur en fait de l'économie. Les actions, c'est des titres de propriété dans les entreprises. Donc en fait, c'est la possibilité pour tout le monde, pour moi, pour vous, de détenir une partie de la richesse qui est créée par ces entreprises.
Et la meilleure façon d'investir dans les actions, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est d'investir de façon passive, donc d'investir dans des ETF. C'est des fonds qui vont simplement répliquer des indices, par exemple le S&P 500, le CAC 40, le MSCI World. Ils vont pas essayer de battre le marché, ils vont juste donner la performance du marché, moins des frais. Mais les frais sont très très bas. Et les frais, c'est vraiment un sujet important, donc c'est vraiment important que vous ayez conscience des frais que vous payez, parce que vous en payez. Si vous pensez que vous n'en payez pas, je vous invite à vous inscrire sur Finari parce qu'on scanne les frais. Et généralement, on tombe de sa chaise, surtout quand on commence à avoir un patrimoine qui est assez développé, parce qu'on a accumulé en fait des supports qui sont bourrés de frais, parce que les gens qui nous les ont vendus sont commissionnés sur ces frais. Donc ça, c'est vraiment les deux piliers, c'est immobilier, on va en revenir sur les frais, mais immobilier, action, et après au-dessus, c'est un peu au choix. La crypto, franchement, c'est si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'en faire. C'est juste que c'est intéressant. Je pense que sur le long terme, la crypto surperformera la bourse. Maintenant, c'est très volatile, faut faire attention. Il faut vraiment être très très raisonnable et rester sur les grosses valeurs et pas aller sur ce qu'on appelle des shitcoins, des valeurs un peu exotiques. Et enfin, il y a les actifs alternatifs. Et là, c'est vraiment tout ce qui est un peu exotique, les startups, investir dans les cartes Pokémon, les cartes Panini, tout ce que tu veux. Ça, franchement, quand on commence à construire son patrimoine, on n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin, s'il fallait résumer la pyramide, on peut avoir un matelas de sécurité, de l'IMO, des actions, et on est très bien. On peut s'arrêter là et faire un patrimoine de dingue. On n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin d'aller faire des startups. On n'a pas besoin d'aller faire du crowdfunding immobilier. C'est possible. Franchement, c'est pas nécessaire. Et d'ailleurs, cette question, on me la pose tout le temps, dans quoi il faut investir. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé la communauté Finari. La communauté Finari, c'est un forum sur lequel on peut échanger autour de Finari, nous faire vos retours, co-construire la roadmap, mais aussi poser des questions à d'autres utilisateurs et à d'autres investisseurs. Et je veux juste montrer les sujets qu'il y a en ce moment dans la section stratégie patrimoniale, où en fait on peut présenter sa strat et avoir des avis. Et c'est un truc de dingue en fait. Il y a plein de gens qui posent des questions. Quelqu'un qui a 61 ans qui a 80 000 euros dans un PEA. Quelqu'un qui fait un conseil sur AXA. Un étudiant en fin d'études. D'ailleurs, c'est très proche de ton profil probablement. Donc voilà, il y a plein de sujets intéressants. Je vous mets un lien dans la description, comme ça vous irez voir. Mais c'est une super source d'inspiration et surtout vous pouvez aussi aller évidemment créer vos sujets et poser vos questions pour avoir l'avis de la communauté. Du coup, tu veux générer un revenu passif. Bah écoute, en fait, le revenu passif, la réalité c'est que si tu fais de l'immobilier et des actions, tu vas en générer. Sur les actions, tu vas toucher des dividendes qui vont être plus ou moins élevés en fonction des titres ou en fonction des ETF que tu choisis. Mais les dividendes, c'est les entreprises qui distribuent une partie de leurs bénéfices aux actionnaires. Donc ça, c'est 100% passif. Tu peux d'ailleurs aussi les suivre sur Finari. Côté immobilier, si tu achètes ta résidence principale, tu vas pas faire de revenus passifs puisque forcément, tu vas y vivre. Donc tu vas devoir rembourser ton crédit. Par contre, tu fais du locatif, notamment du LMNP, qui est en gros le schéma fiscalement le plus intéressant pour acheter des biens meublés. En tout cas, pour acheter des biens et les mettre en location de façon meublée. Bah là, tu peux être dans un schéma où tu génères des revenus passifs. Si tu n'as pas envie de t'embêter avec l'immobilier locatif, une autre option, et ça c'est ce qu'on voit beaucoup sur Finari, c'est la pierre papier, ce sont les SCPI. Donc tu peux tout à fait aller acheter des SCPI qui vont avoir un patrimoine hyper diversifié. C'est des fonds qui achètent des bureaux, des commerces, des entrepôts, des crèches, et ils vont donc acheter les biens et redistribuer les loyers, moins leurs frais évidemment, aux sociétaires de la SCPI. Ça a plein d'avantages parce qu'avec une SCPI, en gros, tu es investi dans 300, 400, 500 biens. Tu touches des loyers tous les mois, chez Quorum par exemple, ou alors tous les trimestres chez d'autres SCPI. Par contre, tu as des frais qui sont assez élevés à l'entrée et sur les loyers. Donc rien n'est gratuit dans la vie. Ces SCPI nous rendent un service qui est fort, elles gèrent tout de A à Z, donc forcément elles prennent des frais, elles gagnent beaucoup d'argent. C'est assez normal, mais il faut en avoir conscience. C'est une option. Si on a le choix entre faire du locatif et de la SCPI, généralement le locatif c'est quand même plus rentable. On peut faire des opérations qui sont cash flow positives, c'est-à-dire qu'on paye zéro concrètement de sa poche, c'est l'emprunt qui paye le reste. Mais voilà, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça, donc pourquoi pas. Et je voulais finir sur les frais, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'en ai beaucoup parlé. C'est vraiment important de prendre le bon réflexe des frais dès le début. Et j'ai fait un article sur notre blog dans lequel je présente l'impact des frais. Donc si vous avez l'app Finari, vous connaissez ça, puisqu'en fait dans Finari, on vous détecte les frais et on vous suggère des fonds, des ETF qui pourraient remplacer vos fonds chers. Mais il n'y a pas que les frais sur les fonds, en fait, il y a plein de niveaux de frais. Donc là, je les ai détaillés parce que c'est assez vertigineux. Il y a les frais de l'enveloppe. Si vous avez une assurance vie, vous avez peut-être payé des frais d'entrée.
Vous avez peut-être payé des frais de versement, vous avez peut-être payé des frais de gestion pilotée, frais de tenue de compte, donc ça c'est tout ce qui est à gauche. Ensuite, à l'intérieur de l'enveloppe, vous avez des fonds. Pareil, des frais d'entrée sont possibles. Il y a toujours des frais de gestion. Les ETF, les frais de gestion sont super bas, 0,2, 0,3%. Un fonds actif qui va essayer de battre le marché, on est plutôt à 2-3%. Des fois, des frais de sortie. Donc, au total, vous pouvez vous retrouver avec des frais qui sont vertigineux. Et là, et c'est ça qu'on fait sur Finaris, c'est qu'on va vous montrer ou modéliser l'impact des frais. Mais pour l'instant, on ne modélise pas l'impact des frais de vos enveloppes. On ne prend pas en compte les frais de l'assurance vie, on prend qu'en compte ce qu'il y a dans l'assurance vie, les fonds. Mais c'est déjà énorme. Et donc, voilà, ici, dans ce cas-là, 1,64% de frais par an, ça paraît pas grand-chose. En fait, ça fait 35% de frais ou de manque à gagner sur 30 ans. Donc, c'est énorme. Donc, le réflexe frais bas, c'est vraiment un bon réflexe à prendre. C'est comme ça qu'on peut se créer un bon patrimoine. Et la meilleure façon de limiter les frais si on veut commencer à investir en actions, c'est d'ouvrir un PEA. Parce que dans un PEA en ligne, je ne vais pas citer de nom, mais il y en a plein, banques en ligne connues, vous ne payez pas de frais. Donc, vous ne payez pas de frais, vous pouvez mettre des ETF dedans. Donc, vous allez être à 0,2, 0,3% de frais au total. C'est vraiment une machine à générer de la richesse pour vous. Vous ne payez pas d'impôt à la sortie en plus si vous le détenez plus de 5 ans. Donc c'est vraiment le top. La seule limite, c'est qu'on peut que verser 150 000 euros. Mais bon, a priori, ça, tu as de la marge. Donc franchement, mettre en place un PEA, réfléchir à ta stratégie immobilière. Est-ce que tu vas acheter ta résidence principale? Si oui, mets de l'argent de côté et prépare cet achat. Sinon, regarde le locatif ou les SCPI. Et par contre, effectivement, les livrets A, évitez quand même d'aller au-delà du matelas de sécurité parce que c'est juste de l'argent perdu parce que tu te fais battre par l'inflation. Voilà. J'espère que ce format vous plaît. On va en faire d'autres parce que moi je trouve ça hyper intéressant de partir du budget pour arriver à l'investissement. Un budget sain, c'est la condition sine qua non pour pouvoir investir. Si cet investisseur-là n'avait pas de quoi couvrir ses dépenses avec son salaire, on n'aurait même pas parlé d'investissement parce qu'il aurait déjà dû assainir son budget. Là, c'est le cas. Il a de la capacité d'investissement. Il a un taux d'épargne intéressant, donc on part de ça. Donc si vous voulez aussi qu'on regarde votre budget, votre cash flow même, on va vous mettre un lien dans la description et vous pourrez postuler pour votre analyse de cash flow. Je vous dis à très vite. Salut.